I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. In terms of getting a final settlement, it may be easier dealing with Russia, which is surprising because they have all the cards. I mean, they're bombing the hell out of them right now. And I put a statement in, a very strong statement. Can't do that. Can't do that. Mr. President, we're trying to help them, and Ukraine has to get on the ball and get a job done. Il est plus facile de négocier avec la Russie qu'avec l'Ukraine. C'est ce que déclare Donald Trump aujourd'hui. Et ce, quelques heures seulement après avoir menacé la Russie de nouvelles sanctions bancaires notamment et de tarifs douaniers. Un sacré revirement dans la même journée, alors qu'on parle de plus en plus de la poutinisation des États-Unis. Cette semaine, on ne compte plus les volte-face de Donald Trump. Rien en matière de tarifs, on a de la misère à suivre, comme on dit familièrement ici. Alors, on a commencé la semaine avec des tarifs. Maintenant, il n'y en a plus. Il va en avoir encore. Il va en avoir la semaine prochaine. Il va en avoir le 2 avril. Gardez votre calendrier tout près de vous. Alors, ce soir, je joins à Washington Piotr Smolar, correspondant donc du quotidien Le Monde. On a un plaisir. Bonsoir, Piotr. Vous avez le grand sourire. Avez-vous le tournis cette semaine? Non, mais j'ai presque envie de partir en vacances jusqu'au 2 avril prochain. Encore la date fatidique pour les tarifs, parce que c'est vrai qu'on y... Mais venez à Montréal, on va bien vous recevoir. Vous allez vivre ça. Alors, évidemment, on vient de faire jouer un extrait de M. Trump. Plus facile avec la Russie qu'avec l'Ukraine. Ils ont les cartes, mais lui seul, M. Trump, connaît les cartes et ses menaces. Qui aurait cru que Trump veuille imposer des menaces? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ukraine qui a encore été bombardée? Puis on prive l'Ukraine de ressources satellitaires. Pour ça. Alors, vraiment, c'était toute la séquence de ce matin à Washington a été absolument stupéfiante. On a eu le droit au revirement, puis après au revirement dans le revirement. C'est-à-dire, le premier revirement, c'était le message sur son réseau Truth Social, dans lequel le président américain a effectivement brandi cette menace de sanctions bancaires et plus généralement de tarifs douaniers très élevés contre la Russie, si jamais elle n'arrêtait pas, en gros, de bombarder... de façon terrible les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ce que d'ailleurs la Russie fait depuis des semaines et des semaines sans que Donald Trump ne réagisse. Pourquoi est-ce qu'il adresse ce message? C'est parce que de façon très claire, la position américaine était outrageusement déséquilibrée et pro-russe, et que ça commençait à énormément grincer, notamment chez les élus républicains au Congrès, et je pense notamment aux sénateurs qui ne sont pas spécialement sur une ligne MAGA pro-russe. Et puis, par ailleurs, l'opinion publique américaine n'aime pas ce qui est en train de se passer. Les sondages montrent qu'à une majorité, les gens ne sont pas d'accord avec une ligne outrageusement pro-russe, que ça crispe de nombreux Américains, même s'il y a des vraies interrogations sur la poursuite à long terme de l'aide à l'Ukraine. En même temps, on a dit cette semaine que la guerre serait très longue. Je pense que c'est M. Zelensky qui a dit ça. Et puis, vous citez dans votre papier d'aujourd'hui ce fameux sondage de 60... Et puis ça, je pense, de 70% des Américains qui ne sont pas d'accord avec ça. De toute façon, qui l'aurait cru, Trump? Mais croyez-vous toujours que Trump est très aligné avec Poutine? Que ça, c'était il masquait la chose avec sa déclaration. Écoutez, franchement, il y a énormément de doutes à l'écoute des propos qu'il a tenus lui-même dans le bureau Oval cet après-midi en recevant les journalistes du pool de la Maison-Blanche, où il a redit qu'il lui semblait plus compliqué de parvenir à un accord avec les Ukrainiens qu'avec les Russes. Et il continue de croire à la bonne foi des autorités russes. Il faut à ce sujet se souvenir quand même de deux choses, c'est que les deux sources principales de Donald Trump, pour faire confiance aux Russes, c'est quoi? C'est sa conversation avec Donald Trump, avec Vladimir Poutine, dont on ne connaît pas le détail, et ensuite la mission secrète de son envoyé, Steve Witkoff, qui ne connaît rien à la Russie, qui ne connaît pas tous les trucs diplomatiques des Russes dans ce genre de circonstances, et qui a passé 3 heures à Moscou de façon totalement confidentielle avec Vladimir Poutine. Donc on voit bien que c'est une approche qui est absolument biaisée. On prête confiance aux Russes sans que les Russes ne les méritaient du tout ces dernières années, sans même parler du début de la guerre, mais même depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que Donald Trump approche ce conflit de façon aussi partisane, et donc lui s'efforce de rééquilibrer dans les mots, mais pour l'instant dans les actes, ce qu'on sait, c'est que cette semaine a été marquée par la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine et la fin de la coopération en matière de renseignement, ce qui est fondamental pour l'armée ukrainienne. En matière de gouvernance,
Piotr, on a eu un article qui révélait des tensions lors d'une réunion de cabinet hier, où il y aurait eu un affrontement entre Musk et Mark Rubio, puis je pense un autre, le Duffy, qui accusait Musk de vouloir couper les contrôleurs aériens. Et qu'en est-il? Est-ce que ça... Puis Trump défend toujours Musk, là. Mais est-ce que c'est une fracture qui commence? En tout cas, c'est une première fissure qui est exposée dans la presse américaine. Le New York Times vraiment a publié un papier assez remarquable en la matière, très factuel, avec même quelques propos entre guillemets, indiquant bien qu'il disposait de très bonnes sources. Et ce que indique cet article, c'est que derrière la langue de bois officielle qui dure depuis que Elon Musk et Doge ont entrepris leur travail de destruction de l'État fédéral, que derrière cette langue de bois officielle, en réalité, dans les administrations, ça grince, ça couine, on n'est pas d'accord, on est horrifié même par ce qui est en train de se passer, parce que la scie sauteuse d'Elon Musk passe sans discriminer entre les gens compétents et les gens qui peut-être le seraient moins, et provoque un véritable désastre. Vous citiez notamment Duffy, le secrétaire au transport, et il s'est ému visiblement dans cette réunion du sort des contrôleurs aériens, alors même qu'il y a eu plusieurs accidents d'avion assez graves, et il dit mais qui va s'occuper, qui va être dans les tours de contrôle et qui va s'occuper de la circulation aérienne? En même temps, il y a eu un test de la Cour suprême, le test des pouvoirs de Donald Trump. Et Amy Coney Barrett, dis-je, la juge nommée par Trump, pas des apports de cause, mais ultimement, à un moment donné, il fallait nommer quelqu'un. Il a eu la chance de la nommer avant la fin de son mandat. Et elle a voté du côté de la majorité, obligeant le dégel de 2 milliards de dollars que Doge avait ordonné. Puis ils ont jusqu'à lundi pour dégeler ces 2 milliards de dollars-là. Mais Vance lui dit qu'on n'a pas à se préoccuper des décisions de la Cour. Est-ce que c'est quand même un test important dans cette dizaine peut-être de recours qui vont aboutir en Cour suprême pour Trump? Mais c'est fondamental. Et d'ailleurs, je crois me souvenir qu'il y a non pas même des dizaines, mais une centaine déjà de procédures judiciaires entamées aujourd'hui aux États-Unis, devant tous les tribunaux. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que les juges fédéraux américains sont les gardiens du temple démocratique. Ce sont eux qui protègent l'État de droit. C'est la dernière ligne parce qu'on voit bien ce qui se passe au Congrès, où les républicains sont absolument terrifiés ou alors enthousiastes devant la mainmise de Donald Trump. Quant aux démocrates, ils cherchent encore les clés d'entrée pour revenir au Congrès, tellement ils ont l'air complètement perdus et en mal de stratégie et d'incarnation. Donc on est dans une situation vraiment de contrôle et de domination totale de Donald Trump aujourd'hui. Et ses principaux adversaires ou limitations, c'est quoi? C'est les marchés, l'inflation et les juges fédéraux. C'est ça aujourd'hui qui limite son pouvoir et qui disons, entame l'euphorie dans laquelle il baignait depuis son retour à la Maison-Blanche. Donc peut-être des échecs. 30 secondes sur le fait qu'il intimide toujours, humilie toujours le Canada. On va avoir un nouveau premier ministre qui a fait preuve d'ignorance en disant que M. Trudeau s'accrochait au pouvoir et qu'il met en doute les frontières entre nos deux pays. Il aurait confié ça à M. Trudeau lors d'une conversation. Et puis, Mélanie Joly est allée sur les ondes de CNN également hier pour dire que non, on va exprimer notre souveraineté. Alors, comment vous voyez ça, la situation du Canada, vu de chez vous, mais en quelques secondes? Non, moi, il me semble, mais je ne veux pas prétendre de Washington pontifier sur le Canada, mais il me semble que c'est un extraordinaire, comme pour les Européens d'ailleurs, un extraordinaire appel au réveil, tout ce qui est en train de se passer, que Donald Trump soit sérieux ou pas sur la redéfinition des frontières et notamment l'exploitation des ressources d'eau qui paraît être quelque chose d'assez important pour cette administration. Au-delà de ça, je pense que pour les Canadiens, c'est un moment extrêmement important de lucidité, de réveil et de mobilisation générale face à cette administration qui, comme pour nous Européens, paraît assez hostile. Très bien. Merci beaucoup, Piotr. Encore une fois, c'est toujours un plaisir. Bon week-end à vous. On se reparle sûrement la semaine prochaine. On aura un nouveau premier ministre probablement mercredi. Un nouveau chef du Parti libéral dimanche. Un nouveau premier ministre mercredi. Bonne soirée, bon week-end. Au revoir. Bonne soirée et bon courage à lui. Oui.